Merci de nous recevoir ici dans votre atelier à Paris, un atelier qui aura vu naître une œuvre généreuse depuis les années 80, car vous êtes à la fois peintre, sculpteur et auteur de bandes dessinées. Et si c'est l'auteur de bande dessinée qui intéresse notre rencontre aujourd'hui, nous avons bien le sentiment que votre univers est un tout, absolument, viscéralement, et qu'une pratique artistique nourrit l'autre. Dans le petit catalogue réalisé en 2021 pour l'exposition Terre de mémoire au musée Quesnel-Morinière à Coutances, le réalisateur Christophe Cogniet dit de votre espace de vie et de travail qu'il relève à la fois de l'antre et du belvédère. En 2010, la documentariste Céline Dréan avait intitulé son portrait filmé de vous « Le veilleur ». Antre, belvédère, attention distante du veilleur sur la nuit et le monde. Que dites-vous, que pensez-vous de ces images? Contribue-t-elle à vous décrire? J'imagine bien, oui. Cet atelier, c'est mon bunker. C'est le lieu dans lequel je me suis réfugié dès les années 80 pour entamer tout le travail qui allait venir. Et c'est le lieu de tous les possibles pour moi. J'y déploie des activités différentes en fonction des besoins et des nécessités, parce que ce sont des approches et des questions tellement complexes qu'une seule réponse, à mes yeux, ne suffisait pas pour entreprendre tout cela. Donc, c'est un lieu de protecteur pour moi, un lieu qui me rassure parce que c'est mon lieu. J'y donne tout ce que je peux. Donc c'est l'antre et le belvédère. C'est d'ailleurs un très joli mot, belvédère. Mais voilà, donc le belvédère. Oui, on m'interroge un peu, mais pourquoi un belvédère? Dans le sens premier du terme, qu'est-ce que c'est un belvédère? Vue sur le monde, vue sur la nuit, une lumière, le veilleur de Céline Dréan, donc votre activité souvent de noctambule, de pratique artistique dans la nuit. J'ai pas une approche rationnelle par rapport à la question de la nuit. Tout ce que je sais, c'est que très rapidement, dans l'espace de la nuit, j'ai trouvé ce que le jour ne me permettait pas de faire, c'est-à-dire d'être concentré sur moi, d'être auto-centré si j'ose dire, de ne pas avoir de compte à rendre à personne, d'autre si ce n'est qu'à moi-même. Donc très vite, des années au lycée, j'étais incapable de trouver le sommeil à minuit. Et alors je sais qu'un grand nombre de mes amis qui se trouvent au Cambodge continuent à penser, à dire que je continue à vivre au rythme de la vie, c'est-à-dire que je suis en jour, si j'ose dire, dans ma nuit ici, par rapport à eux qui sont là-bas et qui ont ce décalage de 6 heures. Donc peut-être qu'il y a de ça, ça je ne saurais pas le dire. Tout ce que je peux affirmer, c'est que la nuit, oui, il n'y a que moi qui fais en activité, et ça donne une marge de liberté phénoménale. Donc c'est un moment sacré, très important. Et ça ne s'est jamais arrêté. Donc le belvédère aussi sur le Cambodge, en fait l'atelier est en partie au Cambodge. Vous êtes né, Serra, au Cambodge, en 1961. Vous êtes de culture khmer par votre père, française par votre mère, et avec l'âme au bord des cheveux, donc publié en mars dernier aux éditions Delcourt, vous livrez au lecteur, et pour la première fois, une des clés du commencement. Par quoi et comment la bande dessinée est-elle entrée dans votre histoire? La bande dessinée, elle est venue par ma mère, c'est-à-dire que ma mère étant une grande lectrice,
lisait déjà de la bande dessinée. Et ses parents lui envoyaient les journaux Tintin et Spirou. Et les plus anciens souvenirs que j'ai de moi dans cette enfance, avant même d'accéder à la parole, je bouffais des images de bande dessinée. Donc j'ai cette image, je me vois encore en train de manger des images. Et puis très vite, c'est devenu quelque chose qui faisait partie de mon environnement. Et dès que j'ai su lire, dès que j'ai su plonger dedans, ça reste à mes yeux un langage fascinant, ça reste un langage de toutes les promesses et de toutes les émotions. Donc j'ai toujours cette fascination par la bande, transmise par ma mère. Et puis ça reste toujours des souvenirs de lecture fabuleuses et qui continuent à être là. Donc ça, c'est une des clés. L'autre clé qui est dans ce récit, ce dernier récit, L'âme au bord des cheveux, c'est un tout premier dessin qui a fait un aller-retour entre le Cambodge et la France. Ah oui. Alors, il y a quelques années, sur les réseaux sociaux, je renoue avec un ami que j'ai connu en 1974 en France. Et je lui avais envoyé à cette époque-là un dessin que j'avais fait à Cambodge. Et c'était, à ma grande surprise d'ailleurs, j'avais oublié, un dessin fait d'après un document montrant des soldats cambodgiens en train de se battre contre les troupes du Vietcong et des langues vietnamiennes. Et donc déjà à ce moment-là, j'avais 13 ans, euh, je faisais des images d'après des documents de reportage. Déjà, donc là, on est à peu près en 72, 73, 74. 74. 73, 74. 73, pardon, 73. Hmm. Donc j'avais 12 ans. Donc pour la toute première fois aussi, donc il y a beaucoup de premières fois dans ce dernier album, vous donnez à voir une part de votre intimité familiale et autobiographique. Donc un couple franco-cambodgien, ses 3 enfants, soudain plongés dans les affres de la grande histoire, la tragédie de tout un peuple condamné à disparaître. Après 4 ouvrages longuement mûris, Un passé rouge, L'eau et la terre, Lendemain de cendre, ferraillant avec la folie génocidaire des Khmers rouges, puis Concombres amers, documentant avec une précision d'archiviste la République du général Lon Nol, L'âme au bord des cheveux évoque la déchirure et l'enfer que fut le 17 avril 1975, mais aussi, avec une très grande délicatesse, le bonheur diffus de ces années d'insouciance qui précédèrent la chute de Phnom Penh. Quelle a été la motivation déclencheur de cette entrée dans votre trame narrative de la mémoire familiale, de votre mémoire d'enfant et de préadolescent, ce qui n'était pas le cas dans les 4 ouvrages précédents que je viens de citer. Dès la publication de L'eau et la terre du mémoire en 2005, on m'a posé la question d'un récit autobiographique. C'était à l'époque aussi une tendance lourde et forte de bande dessinée française à ce moment-là. Mais c'est une question à laquelle me demander un temps de travail sur moi-même, parce qu'il y a une certaine pudeur toujours présente chez moi, qui m'interdit de me mettre en avant par rapport aux choses en Asie, c'est une chose qui ne se fait pas. Donc il a fallu que je livre bataille avec moi-même par rapport à cette question. Et je me livre, mais j'espère avec toute la place qu'il faut, sans vouloir être trop obscène. Mmh. Alors, je voudrais citer une scène parmi tant d'autres. La traversée de Phnom Penh vidée de ses habitants, ville morte dans la coccinelle de votre père. Il y a le silence dans l'habitacle, on entend juste flotter au vent les chiffons blancs que vous et votre frère aîné avez attachés à chacune des 2 fenêtres, enfin c'est ce que j'imagine, puisqu'on les voit, voilà. Et vous roulez ainsi jusqu'au portail de l'ambassade de France. Cut. Cette planche cinématographique s'il en est révèle les ressorts d'une dramaturgie qui dépasse l'art documentaire dans lequel vous excellez. Est-ce une manière de revisiter l'art du récit, de faire autrement, après avoir largement utilisé le document comme un support de production des images?
Là, j'ai voulu mélanger des souvenirs propres, singuliers, euh, et rappeler donc un moment vécu. Euh, Ça a été une séquence assez difficile à faire, dans la mesure où il fallait replonger dans ces images et les restituer, les reconstituer. Euh, c'est un exercice qui est pas si simple. Puis il fallait arriver à le faire avec le plus de justesse. J'ai fait seul, sans vouloir confronter cela avec le souvenir de mon frère et de ma sœur. C'est une chose qui s'est faite après. J'ai d'abord voulu m'appuyer sur le souvenir que j'en avais gardé et retranscrire ce temps-là. Ça me paraissait important. Donc là, il n'y a pas d'image qui précède, il n'y a pas de document, en fait. Non, Voilà. Hein. Les documents qui m'ont servi pour faire cette séquence, ce sont des documents du campagne des années 70, une coccinelle comme il pouvait en exister à l'époque. Les couleurs, ce sont celles des voitures de service en fonction dans ces années-là et que j'ai gardé en mémoire. J'ai essayé d'être fidèle de bout en bout. Alors, pouvez-vous, là, à ce moment-là de notre entretien, revenir sur votre inclination pour le document, votre soif d'en chercher, d'en collecter? Donc, il y a les documents, il y a toute la part photographique, documentaire, et puis là, la part des images, de la mémoire, à ce que vous venez d'évoquer avec le souvenir de ce moment très important de cette scène ultime, le 18 avril, je crois que c'est le lendemain du 17, Ouais, 18 oui, avril c'est ça. 1975. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre art, en fait, votre art documentaire? En fait, à partir du moment où nous sommes arrivés en France en mai 75, mon frère au commencement a commencé à acheter des journaux, des revues qui parlaient de ce que nous venions de traverser. Et c'est une chose qui m'a semblé très important. C'était d'arriver à comprendre au mieux, à saisir au mieux cette tragédie. Et donc, très rapidement, j'ai commencé à accumuler tout ce qui pouvait être publié. Et donc, depuis 1975, je collecte les images, je collecte les documents, je collecte tout ce que je peux trouver. Et quand j'ai commencé à travailler sur cette question, de cette tragédie, ce qui me semblait être très important, c'est rendre crédible et perceptible ce que je voulais raconter. Nous sommes là avec un peu de distance par rapport aux événements, et plus le temps passe, et plus le fossé s'élargit. Et la question, c'est comment arriver à restituer au mieux les événements pour en faire saisir toute la singularité de cette dimension. Donc, pour rendre crédibles les choses, il fallait m'appuyer encore et toujours plus sur les traces qui parlent de tout cela. Et c'est devenu un enjeu de travail fondamental, important. Il y a beaucoup de séquences que je construis par rapport à la quantité de documents que j'arrive à récupérer par rapport à un événement, par rapport à un lieu, par rapport à un temps donné. Et ça me permet de me reconstituer aussi, de reconstruire dans ma mémoire tous ces événements. Donc c'est là une part fondamentale du travail. S'appuyer sur des traces, s'appuyer sur des faits pour dire au mieux les choses. Mais, alors j'insiste pour la première fois encore, il y a beaucoup de premières dans cet album, comme je le disais tout à l'heure, vous accordez une place centrale, quasi centrale, à votre mère. Vous parlez tout à l'heure du commencement avec la bande dessinée qui est à la table du déjeuner, la dévoration des images, comme du déjeuner. Mais comme par un effet d'enchaînement généreux, il y a votre mère et d'autres femmes, je pense aux proches, jamais représentées jusque-là, Nathalie, votre petite sœur, l'enfant préféré de papa, Allen, votre nounou,
et cuisinière, mais aussi des photographes, femmes, jamais apparues jusque-là. Je pense à Françoise Huguier et Françoise de Mulder. Mais revenons à votre mère Nicole, qui semble donner l'équilibre à la famille comme au narrateur. En témoigne l'image de couverture donc, du livre, et puis d'autres encore plus intimes, vous autorisant des audaces comme de vous représenter bébé dans ses bras. Il y a soudain une douceur, comme une fenêtre ouverte, une espérance avec cette place accordée aux figures féminines. Qu'en diriez-vous de cette place donnée aux femmes pour la première fois dans votre œuvre? Je ne peux que constater que ce sont les pages les plus douces que j'ai jamais faites, d'un point de vue chromatique, d'un point de vue du traitement de l'image. Ça, c'est un fait. Après, ma mère est une figure centrale dans ma vie, dans la mesure où elle a su me nourrir de son amour pour la littérature, le livre, la bande dessinée. Tout part de ma mère qui a su me protéger aussi. Sans elle, je ne serais pas là où je suis, donc ça a été un rapport fabuleux. Donc c'est une façon de lui de rappeler cet amour que j'ai pour cette personne. Je pense que c'est très présent. Oui. Il y a comme un... là, je me lance un peu, mais il y a comme la disparition du père et l'apparition de la mère. Et en même temps, la couverture donne lieu à une image d'équilibre, presque un couple presque parfait. Mais voilà, il se passe ça dans le livre, c'est-à-dire disparition, apparition, voilà. C'est L'image du couple parfait, c'est l'image que l'enfant avait de ce couple. Je ne suis pas certain que ça ait pu être si parfait, mais c'est l'image que j'en avais, que j'en ai, et qui continue à m'habiter, c'est important. sachant que jusqu'au bout, votre père, même quelques semaines avant la chute de Phnom Penh, avait le projet d'acquisition d'une maison. Il n'y avait pas de projet, il l'a acheté. Il l'a acheté, donc voilà. Oui. Donc d'installation dans un... Alors que tout le monde commençait... Enfin, tout le monde enfin, tous ceux qui pouvaient partaient, quittaient le Cambodge, enfin les cadres. Et lui, il avait vraiment un projet heureux, en fait, d'installation dans une belle maison. C'est une question délicate, dans la mesure où en septembre 1974, la famille était en France à ce moment-là. Ma mère, moi, ma soeur et mon frère, nous étions en France. Et mon père, dans le cadre d'une mission pour l'ONU, est passé par la France grégoire. Et mon frère m'a rappelé qu'on a eu une discussion pour savoir si on était pour le fait de retourner au Cambodge ou de rester en France. Et c'est au vote qu'on a décidé de retourner, semble-t-il, au Cambodge. Je n'ai pas un souvenir de ce moment-là. J'avais voté contre l'idée de retourner. Et il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai discuté avec un cousin qui était présent, si j'ai bonne mémoire, et le père de ce cousin enjoignait mon père à rester, à ne pas retourner au Cambodge. Mais mon père était confiant dans l'avenir, il était confiant dans ce qui pouvait arriver par la suite, et il voulait absolument partir d'un nouveau pied dans ce Cambodge qui arrivait. D'accord. Alors, je reprends ce que j'ai cité tout à l'heure par rapport aux photographes. Dans Concombres amers, et donc sur le document, dans Concombres amers, vous rendez hommage aux photographes et journalistes assassinés disparus dans la forêt cambodgienne. En premier chef, le français Gilles Carou, disparu en mai 70, sur la route nationale du Nawa. Et dans L'âme au bord des cheveux, vous saluez la mémoire du Cambodgien Suvichit,
compagnon de route de Sylvain Julienne et de Françoise de Miller. Vous relatez également une histoire oubliée, insensée, le kidnapping des enfants Leminor en 1954. Françoise Leminor deviendra Françoise Huguier, photographe aujourd'hui reconnue et célébrée, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Que s'est-il passé pour qu'elles apparaissent ainsi en force, j'ajouterais même en beauté, dans ce dernier album? Est-ce que Jeannette Pointu serait passée par là et serait-elle venue vous chercher? Est-ce qu'on peut rappeler qui est Jeannette et encore une histoire de bande dessinée? Jeannette Pointu, c'est une héroïne de bande dessinée qui a été publiée dans le journal Spirou en 77-78, de mémoire, 79. Oui, c'est ça, c'est 80, je crois. 80, l'album Oui, l'album 80, oui. Les publications 79-80, enfin dans ces années-là. Et donc c'était une lecture qui m'avait marqué à l'époque, parce que c'était la première fois où en bande dessinée était évoqué, de façon métaphorique, mais était évoqué le génocide perpétré au Cambodge, et notamment la dénonciation du régime des Khmers rouges et de Pol Pot. Il avait détourné le nom de Pol Pot, mais il en avait fait un personnage de bande dessinée. C'était Popote, non? Popote, l'instant Popote. Et j'avais trouvé ça assez succulent. Et donc, toutes ces années plus tard, j'ai jamais oublié Jeannette Pointu, et en faisant tout ce travail sur la mémoire de cet homme, des reporters, j'ai pu effectivement découvrir qu'il y avait un certain nombre de femmes reportrices qui étaient en activité au Cambodge et pas des moindres. Ça m'avait frappé. J'avais vu en Françoise de Mulder quelqu'un qui était le portrait craché de Jeannette Pointu. Ancienne mannequin, devenue reporter, guerre du Vietnam. Alors une autre d'ailleurs grande photographe vient de disparaître, c'est Marie-Laure de Decker, qui également, oui, qui vient de décéder, qui était également... voilà, mais bon, c'est vrai que là j'insisterai bien sur cette... Voilà, il y a une place accordée aux femmes nouvelles dans ce dernier album. En fait, peut-être que Nicole, votre mère, comme ça, fait qu'il y a une générosité, voilà, par enchaînement, par association, par voilà, possible. Et l'histoire de Françoise Huguier, j'en avais entendu parler à l'école au début des événements. Je me rappelle de ça, on nous avait raconté cette histoire d'enfants qui avaient été kidnappés par les Khmer Rouges, oui. Les Vietnamiens. Donc c'était quelque chose qui était de la cour de récréation. Et quand plus tard j'ai redécouvert cette histoire, ça a été un choc, hein, effectivement. Donc il faudrait peut-être rappeler l'histoire qui est arrivée à Françoise Leminor et à son frère. C'est ça. Donc, kidnappés dans... C'était des enfants de planteurs à Tchoup, dans une plantation, dans un domaine à l'est du Cambodge. Et en 1954, la plantation a été attaquée par les Khmers Sarak ou les Khmers. Khmer Sarak, qui était donc pour l'indépendance. Pour l'indépendance du Cambodge, mais ils étaient alliés aux Vietnamiens. Donc, ils se servaient de l'infrastructure des Vietnamiens déjà à ce moment-là pour se déplacer dans le pays. Et donc elle a été libérée par un vénérable, qui a négocié la libération des deux enfants, le frère aîné ayant vécu pratiquement un an comme enfant soldat. Hein. Enfin, elle a été moins maltraitée que lui, et elle est retournée elle-même sur très longtemps après. Donc cette mémoire a été enfouie. Donc là, il y a une mise en abîme de la mémoire. Là, vous faites... mais elle-même, Françoise Huguier, est retournée il y a très peu de temps, et elle a retrouvé les lieux. C'est en découvrant son livre que je me suis rappelé de toute cette histoire. Ça a ravivé toute ma mémoire. Elle a publié un livre chez Actes Sud. Chez Actes Sud, oui. Il y a une dizaine d'années, là. C'est quelque chose qui n'a jamais quitté ma bibliothèque depuis.
Alors chacun de vos albums est une manière d'hommage aux disparus, un tombeau, une sépulture. Vos ouvrages uniques au Cambodge comme en France forment une sorte de mémorial. Un quart de la population a été victime des Khmers rouges. Vous y avez perdu votre père, assassiné en 1978. Et l'âme au bord des cheveux, donc on a parlé de douceur, mais l'âme au bord des cheveux s'ouvre par un cri. Celui de David Bowie. Et le vôtre, Genocide. Alors que le génocide au Cambodge n'a été reconnu que du bout des lèvres par les Nations Unies et encore ne concernant que les minorités, ce cri-là de Bowie est une étincelle de vérité pour l'adolescent rescapé que vous êtes et l'adulte d'aujourd'hui. C'est la pratiquement première page du livre. Oui, oui. Le fait est qu'en 1974, je suis en France et c'est ma cousine, une cousine que je vais découvrir et entendre David Bowie. Les premières chansons qui m'avaient frappé à ce moment-là, c'est l'introduction de son album Diamond Dogs, où il déclare ceci n'est pas du rock'n'roll, mais c'est un génocide. Alors, je ne comprenais pas trop le sens des choses et du mot, de la portée de ce mot à ce moment-là. Mais le fait est que j'avais ce cri dans mes oreilles dès 1974. Et David Bowie est une figure un peu, à part si j'ose dire, dans la mesure où je fais partie de ces gens, enfin de ces artistes qui m'ont fasciné toute ma vie. Je continue à écouter et étudier David Bowie encore aujourd'hui. Oui, il y a plein de David Bowie dans l'atelier aussi. Il n'y a pas que des livres, il y a aussi voilà, des sur David Bowie. Mais bon. Autre présence très, très forte en incipit de l'ouvrage, c'est la citation de Christian Boltanski. La seule manière de survivre est de transmettre. La transmission. Ce que vous ne cessez de faire, puisque, voilà, vos livres, mais aussi vous êtes enseignant. Est-ce la condition pour survivre au trauma? Comment vous articulez la bande dessinée à la mémoire, à la transmission, voilà, cette question de la transmission. Et cette exergue est très, très, très forte. Je n'ai pas conceptualisé ça, c'est-à-dire que dans les faits, j'ai développé toute cette approche de l'écriture de la bande dessinée dans les années 90, on va dire. Et ça correspond au moment où j'ai commencé aussi à enseigner à l'université à Paris 1. Et les deux ont été de pair. La pratique de la bande, ce travail sur la mémoire et l'enseignement. Et plus j'ai travaillé sur mes bandes, et plus je m'investissais aussi comme enseignant, et plus je constatais que le travail de la mémoire allait de pair aussi avec mes obligations et ce que je devais faire. Parce que très vite j'ai quand même constaté que si on ne parle pas d'un événement, il n'est pas su, et quand bien même il serait su, il faut le transmettre au mieux. Et donc, ça a été une part très importante de ce rapport au travail qui passe par la bande, l'image, la maîtrise des événements, évidemment, pour arriver à articuler une pensée autour de tout ça. Et cet exercice-là autour de transmission, mémoire, vous l'avez aussi exercé et fait exercer au Cambodge. Je pense aux ateliers de la mémoire qui ont été proposés par le centre Bofana, si je ne me trompe pas, il y a à peu près une quinzaine d'années. Ouais, c'était en 2009. Avec un peintre avec Van Nat, donc un peintre cambodgien rescapé de S21. Avec Van Nat, on a eu cette opportunité d'avoir des ateliers et former toute une génération d'artistes peintres. C'était un moment très intense de travail, de partage, de communication, d'échange. C'était formidable.
Mhm. C'était un moment important dans la mesure où donc on a eu à transmettre, on va dire, deux choses en même temps, enfin deux aspects conjointement. La part de la création picturale, de la création artistique, et il travaille sur la mémoire. Combiner les deux à des nouvelles générations qui n'ont pas connu cette période, euh, ça a été un moment fondateur par rapport à cette prise de conscience de ce passage un peu obligé pour arriver à réaliser à mes yeux une œuvre qui pouvait être authentique, le plus authentique que possible. Alors, il s'agissait de. Les jeunes, on va dire, stagiaires étaient des jeunes peintres ou dessinateurs ou Oui, les graffeurs, enfin, il y avait toutes sortes de. Et qui, voilà, qui n'étaient absolument pas au fait, en fait, au fait du génocide, en fait. Bah, comme tous les Cambodgiens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont entendu parler, qui n'en avaient pas une conscience absolue, mais qui savaient qu'il s'était passé certaines choses et qui avaient soif d'en savoir davantage. Et donc, tout le travail a consisté à essayer de leur faire prendre conscience de cette réalité, sans pour autant être trop pesant, bien sûr, mais on avait cette jeunesse qui avait soif d'apprendre. Et il y avait Fanat, témoin de cette page, qui pouvait en parler. C'était un nom fort fondateur. Est-ce que vous pouvez rappeler justement qui est Van Nat? Van Nat était un peintre d'affiches de cinéma en province, à Battambang, et qui a été un jour capturé, enfin amené à S21, dans le centre de torture de Tutseng dans Phnom Penh, et qui a réussi à avoir la vie sauve parce que justement il était capable de peindre et de représenter au mieux Pol Pot, donc de servir les dessins des Khmers rouges. Et il a donc échappé à la destruction grâce à son talent d'artiste. Alors, vous parlez de Tuol Sleng, ce fameux lycée transformé en centre de torture et voire d'exécution. C'est devenu musée, Musée de la mémoire. musée de la mémoire à Phnom Penh et qui abrite dans ses jardins un mémorial, enfin une sculpture mémorielle que vous avez réalisée avec et inaugurée non pas à cet endroit mais à un autre. Alors vous allez nous expliquer en 2015. 2015. En fait, en 2009, je suis à Phnom Penh et un jour, je réalise que, enfin ce jour-là, c'était en août 2009, je réalise que dans Phnom Penh, à aucun endroit de la ville, il n'y a quasiment rien qui rappelait cette page de l'histoire, du 17 avril 75. Et une soirée, je réalise un projet de figure sculpturale pour rappeler ce temps de souffrance enduré par les populations civiles. Et je soumets ce projet à l'ambassade de France, au conseiller culturel diplomatique de l'ambassade, et qui appuyait ma démarche. Et c'est grâce à l'ambassade de France que l'on a pu réaliser cette sculpture et qui a été reconnue comme un élément de réparation dans le cadre du procès qui s'est tenu au procès international. Donc il y a des réparations en fait, pour les populations civiles. Et grâce aussi en partie à la contribution de la diaspora cambodgienne et puis la réserve parlementaire faut le dire. Ça rentre dans le cadre du financement de l'ambassade. Voilà. Et donc ce mémorial unique, cette sculpture monumentale... Elle aurait dû être érigée dans l'espace public de Phnom Penh. C'était une condition que j'avais donnée pour
instaurer cette sculpture et ça a été reconnu par les 4 juges khmers du tribunal, validé par la ville de Phnom Penh et en définitive ça a été déplacé pour des raisons qui sont propres aux besoins de la ville, la municipalité de Phnom Penh j'imagine, ça a été déplacé dans les jardins de S21. Pourquoi pas, mais je regrette que dans la ville même de Phnom Penh, il n'y ait pas quelque chose, encore une fois, qui rappelle cette page de l'histoire. Alors, on va revenir au récit, à l'âme au bord des cheveux, donc plus encore que l'image, qui est omniprésente, bien sûr. Il semble que le goût, voilà, c'est une échappée vers la gourmandise presque, le goût au sens littéral, le goût sur la langue, le goût du langage, renverse la couleur de votre récit, qu'il l'éclaire, il en est à la fois la vie, qu'il circule comme le sang dans nos veines ou comme un fumet en cuisine. Et là encore, vous l'avez reçu en héritage. Là encore, il est question de transmission. Je veux parler d'une évocation centrale, de l'Afta. Donc, l'Octa, oui. L'Octa, oui. Votre grand-père, plus loin d'Haleine, votre nounou, si bonne cuisinière que lorsqu'elle disparaît le vendredi, vous refusez de manger. Tout le week-end, vous ne mangez pas. Donc, du goût au choix des mots, est-ce la vie qui s'est glissée dans le récit de l'horreur pour s'en échapper et survivre? Voilà. Le grand-père et ce goût déposé sur vos lèvres de bébé, l'héritage du goût c'était de la sauce de soja, qu'est-ce que c'était? Non, c'était la saumure de poisson. La saumure de poisson. C'était un peu plus fort en goût. Mon grand-père était, a-t-on dit, inquiet au fait que nous ne soyons pas à même de savourer la nourriture cambodgienne. Et donc, d'emblée, il voulait qu'on ait ces goûts en bouche. Et on pourra peut-être lui remercier, effectivement, je pense que je remercie pour ça. C'est resté, c'est jamais parti. Le goût sur la langue, le goût de la langue, et ce qui nous amène à parler du titre, l'âme au bord des cheveux. Donc là, on est entre le khmer, le français, donc c'est une expression khmer qui veut dire pété de trouille. Pété de trouille, mort de peur. Donc une expression très imagée, très, très poétique. Et donc, quelle est votre relation au goût de la langue et à la langue khmer? Quelle est votre relation à la langue khmer? C'est compliqué. À la maison, avec mon père, on parlait en cambodgien et avec ma mère, on parlait en français. Mais quand je suis. Quand mon grand frère est né, mon père avait un prénom qui tout préparé et il a dit celui-là, je vais le mettre à l'école cambodgienne. Et quand je suis né, il ne savait pas comment il allait m'appeler et ma mère a dit celui-là, je vais le mettre à l'école française. Donc de façon totalement arbitraire, c'est des choses de la vie, je me suis retrouvé dans une scolarité française et non cambodgienne, comme mon frère ou ma soeur. Donc au lycée Descartes. Donc au lycée Descartes à Phnom Penh. Donc je vais avoir droit à cette culture de la France et qui va poser un certain nombre de problèmes, mais la bande dessinée va m'empêcher de sombrer dans la folie des endroits-là. Et le rapport à la langue khmer, c'est un rapport un peu difficile dans la mesure où j'ai eu droit qu'à des cours de khmer en périphérie de l'apprentissage du français. Et donc, je parle très bien khmer, mais je ne l'écris pas, je ne le lis pas, contrairement à mon frère et à ma sœur, qui, eux, ont fait un parcours en scolarité cambodgienne. Mais je pense que cette langue, elle est en moi et je continue à avoir des intonations khmer. Je suis dans cette culture, malgré moi aussi. Et aussi, alors de la même manière, toujours revenant sur le goût de la langue, par opposition à cette langue du désastre,
de Lanka, de Pol Pot. En fait, il y a cet effet-là dans l'ouvrage, c'est-à-dire il y a tout un monde de la langue populaire, de la langue de tous les jours, du quotidien, de la cuisine, voilà, d'un quotidien, on va dire, d'enfants plutôt heureux, et puis vient là, dans la plupart d'ailleurs de vos ouvrages, cette langue de la brutalité et du désastre, on va dire. Et aussi une langue savante, hein, parce que les Khmers rouges ont employé des mots qui n'étaient pas du quotidien. C'est un autre rapport au langage qui apparaît à ce moment-là. Et ça donne lieu aussi à un long blocage que j'ai pu développer avec les mots, dans la mesure où, devant tous les mensonges énoncés par les Khmers rouges, donner ma confiance aux mots, c'est une chose qui a été très 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 difficile. Je dis toujours, des mots tuent, contrairement aux images qui peuvent blesser mais qui ne tueront jamais. On est dans l'extrême violence, donc là, du langage, la représentation de l'extrême violence. Ses limites a fait l'objet de la thèse que vous avez soutenue en 2019 à Paris 1. Cette extrême violence a nourri votre imaginaire depuis 1987, on peut dire des choses comme ça. Voilà. En fait, vous l'avez... À Voilà. partir du moment où j'ai commencé à travailler sur Un passé rouge, ça remonte à 87 effectivement. Un passé rouge, donc qui est le premier Le premier titre. plus que j'ai consacré à l'histoire du Cambodge. Donc 87 est publié en 1995, 93, 93, oui. 93 chez Rackham. 95 Et 95. Je finis l'album en 95 et l'album ne sort qu'en 95. Alors, pardon, je finis l'album en 93 et l'album sort en 95. Oui. Voilà, donc c'est votre tout premier engagement à raconter la mémoire de la tragédie cambodgienne en bande dessinée. Donc c'est Un passé rouge. Est-ce qu'avec l'âme au bord des cheveux, vous avez atteint la rive de cette mémoire violente pour en laisser émerger une autre, qui puiserait ailleurs, dans la permanence, celle des temples, des grands récits mythologiques, mais aussi dans la frivolité ou l'insouciance des années 60. Quelles sont les perspectives là, de cette trilogie fondatrice et de ce dernier tome? Je pense que par rapport à l'histoire de cette guerre, de cette page noire de l'histoire du Cambodge, je m'ai fait un grand tour. À présent, si je dois continuer sur ce chemin, je pense qu'il est nécessaire de revenir sur les années qui précèdent ce désastre, pour mieux arriver, encore une fois, à comprendre l'époque, les circonstances, les conditions qui ont permis l'émergence de telle violence, parce que cette question, elle reste fondamentale. Comment tout un peuple a-t-il pu basculer de l'autre côté, et comment tout ça a pu advenir? Ça reste une question centrale à mes yeux qui n'a pas encore été travaillée.